Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Le Maroc est en stress hydrique depuis plusieurs années, situé dans une zone touchée de plein fouet par le changement climatique. 2024 est la 6e année consécutive de sécheresse, mais l'État n'a pas attendu pour élaborer et mettre en place sa riposte à travers le lancement de 2 grands projets d'État. Le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, le PNAEPI 2020-2027, dans le contexte et le cadre du 2e plan qui est le plan national de l'eau 2020-2050. La question de l'eau entre désormais dans la préoccupation et les priorités de l'État à son plus haut niveau. Ainsi, en octobre 2022, devant le Parlement, Sa Majesté le Roi avait mis l'accent sur 4 orientations principales. Le lancement d'initiatives et de projets ambitieux par le recours aux innovations et technologies nouvelles, puis la rationalisation de l'exploitation des eaux souterraines et la préservation des nappes phréatiques, ensuite sur la transversalité de la politique hydrique de l'État et enfin la nécessité de la transparence et de la sensibilisation des populations. En janvier dernier, Sa Majesté le Roi a encore présidé une réunion consacrée à l'eau lors de laquelle il a été entre autres décidé de procéder à l'accélération de certains chantiers comme les barrages en cours de construction, le programme de dessalement, celui de la réutilisation des eaux usées et aussi l'interconnexion entre les bassins d'Usbo, Bourgrag et Omorbe. Avec nous pour revenir sur ce sujet d'actualité puisque nous entamons la saison des grandes chaleurs et donc nous revenons sur cette question de rareté de l'eau. Driss Issaoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et analyste politique. Si Aziz Daouda, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et aussi directeur technique de la Confédération athlétique d'athlétisme. Et si Salahdine Debi, par Skype, à partir de Bni Mellal, vous êtes donc à votre bureau, certainement, c'est Debi. Vous êtes directeur de l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Arbé. Merci à vous 3 d'être avec nous pour reparler de ce sujet de l'eau. On n'en parlera jamais assez. Alors, pour vous 3, je commence par vous, si Debi, puisque vous êtes directement concerné. Est-ce que vous pourriez revenir en chiffres sur la situation de l'eau dans le pays, pluviométrie, barrages, retenues, besoins, d'une manière succincte, mais assez précise quand même avec des chiffres? Ça va être la même chose pour enrichir un petit peu le débat. D'accord, donc d'une manière très synthétique et en chiffres bien sûr, les apports en eau de surface, c'est-à-dire ce qui s'écoule après les pluies, c'est en moyenne 18,1 milliards de mètres cubes par an sur tout le territoire national. Il s'agit en fait d'une moyenne qui est historique depuis 1945 jusqu'à 2023. Cette moyenne n'est que de 14,6 milliards de mètres cubes si on se réfère à la période depuis 1980 jusqu'à nos jours. Les eaux souterraines de même, le potentiel donc exploitable annuel, il est de l'ordre de 4 milliards plutôt, 4 milliards de mètres cubes. Il est en nette régression dans l'ensemble des nappes, avec bien sûr des degrés différents. Cette baisse est matérialisée par la baisse continue des niveaux des nappes. Donc, il est toujours utile de rappeler que la dotation par habitant, qui est d'ailleurs un critère important, par habitant par an, a passé entre 2560 mètres cubes en 1960 à 606 millions de mètres cubes par an par habitant en ce moment. Et il est prévu qu'elle continue de descendre à l'horizon 2030 ou 2035 à 500. Exactement. Et déjà, c'est-à-dire que le citoyen a perdu presque 75% de sa dotation rien qu'entre 1960 et aujourd'hui. Les apports au niveau des barrages sont en moyenne de 11 milliards de mètres cubes. Ces 6 dernières années qui ont connu une sécheresse assez aiguë et un déficit notable, il est passé à 5,3. Donc au lieu de 11,5, on est passé à 5,3 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, le volume stocké au niveau des barrages, il n'excède guère les 5 milliards de mètres, les 5 milliards de mètres cubes, ce qui correspond à un taux de remplissage de près de 30%. Et il faut dire qu'on est entré dans un cycle de sécheresse. On est dans la 6e année d'une sécheresse qui est très aiguë et une succession d'années avec un déficit qui a varié entre 54 et 85%, d'une façon générale. Alors, je voulais juste poser une question sur ça. Quand on parle à ces débits, vous avez donné les chiffres,
Des chiffres qui sont assez préoccupants. 2500 mètres cubes par Marocain dans les années 60, début des années 60, à 600 aujourd'hui. Donc ça a été divisé par 4. Mais entre-temps, la population a été multipliée par 4 ou par 3,5. C'est pas un peu normal, ce genre de ratio? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Bien sûr que l'accroissement de la population, c'est un facteur qui est tenu en considération, mais également tous les efforts qui sont réalisés en matière de mobilisation de ressources en eau, parce que le patrimoine hydraulique dont on disposait les années 60, mais chez le patrimoine hydraulique dont on dispose aujourd'hui. Donc, avec cette mobilisation accentuée, que ce soit des eaux de surface ou des eaux souterraines, et bien sûr avec la croissance de la population, on perd presque les trois quarts de la dotation par citoyen et par an. Très bien. C'est Aziz Daouda? Non, c'est juste pour dire aussi, vous l'avez déjà mentionné, le déficit va s'accentuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective aujourd'hui, ni d'études, ni de prévoyance, de réflexion qui puisse annoncer d'autres chiffres que ceux qui ont été annoncés aujourd'hui par Sidi Déby et qui malheureusement vont s'accentuer. Entre-temps, le besoin du citoyen marocain en eau a augmenté. Le besoin en agriculture, nous n'avons pas l'agriculture des années 60 ni celle des années 70. Nous avons une agriculture qui consomme de plus en plus d'eau parce que plus productive, parce qu'il y a une recherche de productivité. Nous avons aussi un citoyen qui consomme beaucoup plus d'eau, qui a une douche à la maison, qui se lave peut-être plusieurs fois par jour, qui se lave plusieurs fois par semaine par rapport à avant, qui se nettoie son environnement un peu plus à l'eau, etc. Donc nous avons des besoins de consommation qui ont changé, qui ne ressemblent pas du tout à celles du Maroc des années 30 ou des années 40, donc, sur le plan de la consommation de l'eau. Mais c'est ce qui montre que la problématique est transversale, parce qu'elle est à la fois économique, puisqu'elle touche de plein fouet l'économie nationale, parce que moins d'eau, c'est moins d'agriculture, donc manque de productivité, peut-être aussi des problèmes de sécurité alimentaire à laquelle nous tenons tant. À côté de ça, vous avez toute la problématique écologique. C'est que le paysage est en train de changer, le grand Atlas est en train de s'assécher, et c'est quand même, ça pourrait être grave pour l'avenir du pays, enfin, pour l'avenir même d'une population vivant dans ces contrées-là. Parce que toute la problématique, c'est celle-là. Est-ce que demain, d'ici 100 ans, est-ce que les Marocains pourraient encore vivre dans les régions qu'ils peuplent aujourd'hui? Vous voyez ? Et donc, c'est ce qui fait que la réflexion doit être transversale, mais aussi à long terme, et voir tous les aspects, justement, de cette sécheresse. Pas uniquement l'aspect de manque d'eau, mais tout ce qui va avec. Vous qui connaissez bien notre continent africain, comment font les autres pays pour gérer ça? Alors, sachant qu'il y a des inégalités en matière de ressources en eau. Par exemple, les pays qui habitent au des Grands Lacs, voilà, ils se plaignent d'avoir beaucoup plus d'eau. Il pleuvait tous les jours, et à chaque fois que je voyais la pluie, je me disais, mais il y a des pays quand même qui souffrent. Si nous prenons... Et là, nous devrions d'ailleurs faire du benchmark avec ce genre de pays. La Namibie souffre d'un manque récurrent d'eau depuis très longtemps, et la Namibie a trouvé des solutions, peut-être qui ne répondent pas à 100% aux besoins de la population, mais répondent déjà partiellement dans les villes aux besoins de la population, notamment par les traitements d'eau usée, etc., qui sont recyclés, qui sont rebus, non pas uniquement utilisés pour le... Et c'est de petites unités. Il y a un savoir-faire, un knowledge aujourd'hui en Namibie qui pourrait nous inspirer. C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce qu'il faut faire un benchmark et voir un peu comment font les pays, surtout avec notre... Exactement, parce que globalement, quand on a une problématique comme ça, on va voir les grands pays verts. Mais peut-être que ceux-là n'ont pas les mêmes problématiques. Mais si on regardait un peu plus bas, il y a peut-être quelque chose à apprendre plus bas. D'où l'initiative sur le Sahel. Ce sont des choses. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Je n'ai pas posé la question sur les Espagnols ou les Français. On sait comment ils font, mais sur les pays avec lesquels on peut travailler, il y a matière à faire. Driss, et ça aussi, vous avez un commentaire à ajouter sur la question des chiffres. Sinon, ce que je voulais vous poser, alors c'est une formule que vous connaissez bien, que nous connaissons bien. L'eau n'a pas de prix, mais elle a un coût. Alors c'est quoi ce coût, justement? Il faut la produire, l'eau. Vous êtes économiste. Allons-y. On est en train de parler aujourd'hui d'une denrée que les Marocains ne maîtrisent pas. Il faut dire la vérité. Et les Marocains ont commencé les premières mobilisations de ressources en eau déjà en 1930. En 1967, le Maroc a développé la fameuse politique des barrages, quoique il y a des choses à dire à ce niveau-là. Il y a également une loi sur l'eau, la 95. Alors maintenant, combien ça coûte? Je vous laisse réfléchir.
c'est un coût social, mon frère. Si jamais il y a des gens Il y a aussi qui ont besoin... c'est un coût financier aussi. Non, Un vrai coût social. le coût financier, je suis d'accord. Mais avant qu'il soit financier, c'est d'abord un coût qui va affecter l'homme et la femme. Celui qui fait l'agriculture, celui qui traite, celui qui élève des animaux, etc. Donc tout ça. Parce qu'en parallèle, on a une politique agricole et on a aussi une politique de l'eau qui est très particulière. Elle s'est adaptée à toutes les situations que nous avons connues. Aujourd'hui, d'ailleurs, Sid Déby, tout à l'heure, il en a parlé. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur la meilleure manière de dessaler de l'eau de mer, de dessaler l'eau saumâtre aussi, parce qu'il y a beaucoup de régions où l'eau saumâtre, shlouk, comme on dit en marocain. Alors, shlouk, c'est voilà. C'est la même racine. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et il y a également le traitement tertiaire des eaux usées, avec lequel nous sommes en train d'irriguer le gazon qui commence à devenir, disons, très présent au niveau de notre périphérie. Mais il faut savoir que cette problématique de l'eau. Alors maintenant, on est en train de poser le problème de l'eau au Maroc, en Afrique très probablement. Mais il y a des pays qui vivent depuis toujours cette difficulté d'accès à la ressource en eau. C'est les pays du Moyen-Orient. Et ils ont pris les décisions qu'il faut. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique. Parce qu'effectivement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a pris des décisions, il a pris des initiatives, il a décidé que l'on devait sortir de cette situation. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments extrêmement importants en ce qui concerne le devenir du Maroc. On va abriter la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des filles de moins de 17 ans, le mondial, etc. Le mondial, etc. Donc tout ça, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce que nous, on puisse être capables de dire est-ce qu'on peut tenir cette réunion, est-ce qu'on peut faire tel événement ou pas. Alors c'est là où je vous invite à devenir matheux aussi et calculer le prix que vous m'avez demandé. Ah ben justement, je ne suis pas matheux, c'est pour ça que je voulais demander, mais je n'ai pas eu mon prix. Je vais poser la question à ces Déby. Est-ce que vous avez une idée du coût de l'eau, ces Déby? En fait, oui, mais le coût de l'eau, moi je peux me prononcer sur le coût de mobilisation de la ressource, du mètre cube. Ça diffère du moyen de mobilisation. Si l'on mobilise l'eau de surface moyenne en débarrage, donc le coût c'est dans l'ordre de 2, 3, 4 dirhams, ça dépend du barrage, de la taille du barrage, du site, de la complexité. Maintenant, si on est en train de mobiliser de l'eau souterraine, ça dépend de la profondeur de la nappe, c'est cas par cas. Dans le cas, il y a le dessalement d'eau de mer. Donc, on parle déjà d'un coût autour de 10 dirhams le mètre cube. Mais cela aussi dépend en grande quantité de tout ce qui est énergie. Parce que, comme vous savez, dans le coût d'investissement, l'énergie, c'est près de 40%. Il y a le coût d'investissement de dessalement. Et donc, ça diffère si l'on utilise de l'énergie renouvelable ou de l'énergie qui est conventionnelle. D'ailleurs, s'il y a des grands chantiers au Maroc, le dessalement de mer, c'est justement dans un objectif de rabaisser le coût de l'énergie, moyennant le couplement des énergies renouvelables. Alors, juste, un mètre cube, c'est 1000 litres, donc 10 dirhams, ça fait à peu près 1 centime pour le dessalement, 1 centime le litre. Ça va très vite, ça a l'air d'être pas grand-chose, mais ça va très vite. Je reste avec vous, Sid Déby. Cette fameuse interconnexion entre les bassins du Sbou-Bourgrag et Omar-Bey, elle en est où? Mais avant, je voudrais d'abord, puisque ça va revenir certainement dans le courant de la discussion, la définition eau conventionnelle, eau non conventionnelle. Ce n'est pas toujours évident pour les profanes. Rapidement, Ad, vous me répondez sur la connexion. Alors, eau conventionnelle, c'est la ressource qu'on a toujours mobilisée à travers les barrages, les puits, les forages, les eaux superficielles.
sont mobilisées bien sûr à travers les barrages et les eaux souterraines sont mobilisées à travers les forages et les puits. Ça, c'est les eaux conventionnelles. Les eaux conventionnelles, c'est les eaux qui sont issues du dessalement d'eau de mer, également du dessalement de saumâtre et du traitement des eaux résiduaires, c'est-à-dire les eaux usées. Très bien. Alors, la connexion, où en est-on? Je crois qu'elle passe sous l'autoroute Casa-Marrakech. C'est ça. Donc déjà, il faut rappeler la tranche urgente du projet d'interconnexion entre le bassin d'El-Sebou et Bourguereck, qui a été réalisé sur une longueur d'une soixantaine de kilomètres. Et justement, pour acheminer l'excédent d'eau du bassin de Bourguereck, qui se perdait d'ailleurs dans l'océan Atlantique, vers le bassin de Sebou, vers le bassin de Bourguereck, pour assurer l'approvisionnement en eau potable d'une grande population située sur l'axe Rabat-Casablanca. Et bien sûr, pour alléger la pression sur le barrage de Messira qui contribue dans l'alimentation en eau potable de Casa, notamment Casa Sud. Donc, le projet, le méga-projet qui a coûté quand même 6 milliards de dirhams, près de 6 milliards de dirhams, a été réalisé bien sûr dans un temps record, 9 mois, par des entreprises, un laboratoire, un bureau d'études, tous marocains, et selon bien sûr une conception d'ingénierie marocaine. Le projet, il permet de transférer un débit de 15 mètres cubes par seconde, ce qui correspond à un total annuel de 350 à 400 millions de mètres cubes. Il faut quand même rappeler que c'est grâce à ce projet qui a été mis en service fin août 2023, progressivement, on a pu éviter des coupures d'eau au niveau de l'axe Rabat-Casablanca à partir de décembre 2023. Et pour ça, c'est très important de le rappeler. On en est où? Et concernant le transfert vers Omar Bey, donc l'étude est en phase finale. Ce qui reste, c'est justement définir le tracé, le tronçon final des conduites. Ce projet qui va notamment renverser la donne, puisque jusqu'à présent, le bassin d'Omar Bey était un bassin qui donc exportateur d'eau. Et donc, avec le transfert, ça va être un bassin récepteur. Il faut dire également que ces projets d'interconnexion entre les bassins permettent une meilleure valorisation des ressources en eau, mais également une grande souplesse de point de vue gestion. Et en pourcentage, à peu près, il est à combien? En pourcentage d'avancement des travaux? Non, il est en phase d'étude. Les études sont en phase d'achèvement. Ah d'accord, parce qu'en passant sur l'autoroute, on passe sur des tuyaux. Je pensais que c'était ça. Non, le projet n'a pas encore commencé. C'est les études qui sont en phase finale. D'accord. Aziz Daouda, alors on va revenir un peu sur l'agriculture. C'est Ahmed Halimi avait récemment accordé une interview à la presse, à nos confrères de Média 24. Il avait parlé de cette politique des barrages qui était une politique utile. Vous en avez parlé tout à l'heure, Daïs Aïssaoui, et je vais vous poser la même question d'ailleurs sur le côté agricole, en disant que si la politique des barrages est utile et qu'elle est encore suivie jusqu'à aujourd'hui, qu'elle est encore maintenue, il y avait quand même des réformes qui devaient être faites au niveau de l'agriculture qui n'ont pas été faites, comme la modernisation des exploitations ou des méthodes culturelles, etc. Qu'est-ce, à votre avis, et je suppose qu'on peut poser la question à 15 personnes, il y aura 15 avis différents, quelles sont les réformes à mener pour l'agriculture? On peut partir de l'historique de cette agriculture industrialisée au Maroc, ou intensive, plus ou moins intensive au Maroc. Elle est récente quant à l'histoire du Maroc. Donc elle est venue pratiquement avec le protectorat. Et à l'époque, moi j'ai lu un traité qui parlait du Maroc, qui décrivait un peu surtout le nord du Maroc, enfin la partie du Rarb, etc., qui la décrivait à l'époque comme avec une eau très abondante. Pas abondante, mais très abondante. Parce qu'il faut se rappeler qu'entre Jdida et pratiquement l'Arèche, toute cette zone-là, c'est une zone de marécage. Donc c'est des zones humides avec plein d'eau. Et qu'il a fallu assécher. Et pour assécher, on a planté des oranges et on a planté de l'eucalyptus, etc. dans le Rarb. C'est ce qui a permis l'assèchement du Rarb. Il faut aussi rappeler que les premiers barrages qui ont été construits étaient construits pour la plupart pour juguler le flux des oueds à cause des inondations qui étaient très préjudiciables à la population, etc. Donc on a dû juguler les flux. Donc on est parti d'une situation où l'eau était abondante, pas dans toutes les régions du Maroc, dans une partie du Maroc. Parce que là, justement, il faut peut-être rappeler que historiquement, nous avons des régions qui ont toujours vécu sous ce stress hydrique au sud de l'Atlas, enfin de l'autre côté de l'Atlas. Ces populations connaissent très bien le stress hydrique et ont toujours vécu avec et ont toujours trouvé des solutions. Donc, est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller aussi creuser dans cet historique de savoir-faire marocain qui peut peut-être apporter des solutions ou tout au moins suggérer des solutions qui pourraient être modernisées. Et donc,
à un moment donné, on a commencé aussi à sentir qu'il y avait des problèmes hydriques, parce qu'on a commencé à sentir quelques années de sécheresse. Il y avait une année sur 7 à peu près, à un moment donné. C'est ce qui avait poussé Feu Hassan II à commanditer une étude qui avait été menée par de grands spécialistes. Et à l'époque, on avait compris que, attention, il fallait changer quelque chose. Et notamment, on a commencé à construire des barrages pour retenue d'eau. Et donc pour emmagasiner l'eau pour qu'elle n'aille pas se perdre dans l'océan. Enfin, se perdre dans l'océan, c'est pas vrai, elle ne se perd pas. C'est le flux de la nature. Mais disons, pour une population donnée, cette eau pouvait être emmagasinée et utilisée. Et à partir de là, on a commencé aussi à penser à l'agriculture plus intensive. C'est ce qui a donné que le Maroc soit devenu une puissance agricole, exportatrice notamment, d'un certain type d'agriculture. Mais tout à quel prix ? Voilà, justement, à quel prix? Parce que dans le prix, tout à l'heure, vous avez posé la question, le Maroc n'a jamais compté les infrastructures dans les prix. On a toujours compté l'exploitation, mais jamais l'investissement qui est en amont, les barrages, etc., qui coûtent quand même des milliards de dirhams et de dollars. Bon, à partir de là, l'agriculture marocaine s'est améliorée, on a commencé à avoir des produits meilleurs, sur le plan aussi du marché local. Le marché local est mieux nanti qu'avant, etc. Sauf que les 6 dernières années nous poussent à nous poser des questions. Faut-il continuer dans cette voie? Moi, je sais par exemple qu'en Afrique du Sud, à un moment donné, l'Afrique du Sud qui vit aussi un stress hydrique, à un moment donné, ils encourageaient les gens à arracher les plantes qui n'étaient pas originaires d'Afrique du Sud, donc qui s'adaptaient. Importé, parce que c'est le cas ici aussi. Aujourd'hui, dans l'agriculture marocaine, qu'est-ce qu'on utilise comme semence? Qu'est-ce qu'on utilise comme plants? Nous importons aussi des plants d'oliviers, des semences venues d'ailleurs, etc., pour plus de productivité. Mais est-ce que ces semences-là, est-ce que ces plantes-là sont adaptées au climat qui est le nôtre et donc à la quantité d'eau qu'elles consomment? Par exemple, tout récemment, pour le cannabis, les gens, enfin ceux qui connaissent, se plaignent parce qu'ils ont été submergés de semences qui viennent d'ailleurs parce qu'elles ont une meilleure productivité par rapport à l'Bildia, le Mghribiya, qui est plus courte et qui a moins de productivité, mais qui nécessite moins d'eau. Et donc, il y a un assèchement aussi de la nappe au niveau du Rif qui est en train de s'opérer parce qu'on veut produire aussi industriellement du cannabis pour les raisons industrielles que nous connaissons depuis que la législation le permet. Donc, les questions qui se posent sont complexes. Mais je pense qu'il y a aussi une question philosophique là derrière. Le Maroc doit se redéfinir sur le plan économique. Est-ce que nous allons continuer à être un pays exportateur d'agriculture? Et à quel prix? Donc c'est philosophique et c'est stratégique aussi. Est-ce qu'on continuera à exporter des produits agricoles ou alors on assure notre sécurité alimentaire et après on voit le... Voilà, justement, c'est pour ça que j'ai dit philosophique. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre agriculture? Très bien. Sa Majesté avait parlé de la sécurité alimentaire, c'était clair. Je crois le premier discours de cette législature en octobre 2021, la sécurité alimentaire. Alors, Driss Essaou, toujours la même question au chapitre des réformes. Il y a une théorie qui tourne, qui circule, qui dit que nous exportons beaucoup moins d'eau que nous en importons dans les produits. Je vous vois sourire. Ce n'était pas vraiment fait pour ça, mais bon, je crois que je devine la réponse. Allez-y. C'est-à-dire qu'on exporte, mais que les céréales qu'on importe contiennent beaucoup plus d'eau. Donc, est-ce que ça va pas? Et dans les deux cas, quelles seraient les réformes que vous préconiseriez? Ce n'est pas un raisonnement de donnant-donnant. C'est un raisonnement de besoin. On a besoin de céréales parce que les Marocains consomment les céréales, les 3 céréales dont on a parlé, sauf le maïs. Mais l'essentiel, le blé dur, le blé tendre, les gens le consomment. Il faut l'avoir sous la main. Et c'est pour cela que nous avons l'Office national des céréales et légumineuses qui travaille sur ça, sur ce qu'on appelle les marchés à terme. Et il traque tout ce qui touche à l'investissement dans ce domaine-là. Alors maintenant, est-ce que le Maroc exporte de l'eau? Écoutez, prenons des exemples. L'avocat, la pastèque, par exemple. La tomate? La tomate. Vous savez combien ça bouffe en eau? Les haricots, ça coûte très cher. Et malheureusement, ce sont des produits qui sont en tête des exportations, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Et les gens, tous ceux qui veulent faire le business avec le Maroc appellent ces produits-là. Il y a même des investisseurs européens qui sont venus s'installer chez nous au Maroc pour produire de l'avocat, différents types bien sûr d'avocats. Et ça pose un problème énorme. Il y a une réflexion, je crois, qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'Agriculture depuis cette... Non, ils ont pris la décision de ne plus subventionner ce genre d'agriculture. D'accord, donc il y a des décisions qui sont prises. Mais elles existent.
Peut-être qu'elles n'ont pas besoin de subventions, mais elles ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'eau. Et moi, j'avais fait un travail sur les oasis résilientes et on a trouvé que tout près des oasis, il y a des gens qui viennent, qui creusent des puits et ils l'utilisent pour la production de l'oignon, par exemple, ou de la pastèque. Imaginez, c'est-à-dire que là, on n'a pas encore parlé des ressources, peut-être cette Déby pourra nous en parler, sur les ressources souterraines. Mais les ressources souterraines les plus nobles sont celles qui sont protégées, qui sont loin au fond de la terre. Aujourd'hui, on nous demande de faire ce travail sur un produit qui est très, comment je vais l'appeler, un produit très fragile. On est vraiment dans une grande fragilité. On ne peut plus parler d'agriculture dans ce pays et sourire et dire « Ah oui, c'est bon, parce que nous avons pu avoir l'autosuffisance alimentaire ». Là, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience qui a été faite. L'autosuffisance alimentaire était de mise quand les Marocains étaient au début de l'indépendance et on voulait créer des systèmes, parce qu'il y avait des économistes qui ont écrit sur ça, qui ont théorisé la chose. Mais le Maroc n'est pas allé sur cette voie. Il y a une réflexion à mener et je pense qu'il faut trouver le moment de dire les vérités telles qu'elles sont. D'où la question, d'où le terme philosophique utilisé par Aziz Daouda, de qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, si vous le permettez, c'était Aziz, il y a des espèces locales, de plants locaux, c'est-à-dire de plantes, la tomate locale, le poivron local, etc., qui ont quasiment disparu. Oui. Qui ont quasiment disparu, qui n'avaient pas une grande productivité, mais qui assuraient l'autosubsistance dans certaines régions où elles ont disparu. Aujourd'hui, c'est la même tomate qui est vendue à Rabat, qui est vendue dans le douar le plus reculé du Maroc. Il s'est passé deux choses importantes qui ont fait prendre conscience aux Marocains de cette question, de cette situation. La sécheresse, bien entendu, et la crise Covid, qui a montré que finalement, chacun roule pour lui-même, qu'il faut assurer sa sécurité alimentaire avant tout. Salahdine Déby, je reviens vers vous. Alors, ce sont des sigles ou des acronymes un peu barbares pour ceux qui ne les connaissent pas, le PNAIP, le PNP, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, PNAIP, c'est le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, donc ça va de 2020 à 2027, et c'est dans le contexte du plan national de l'eau 2020-2050. À quoi servent ces plans? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces plans, sur ces plans et programmes, d'une manière succincte et pertinente, de manière à savoir que le téléspectateur sache de quoi il retourne, parce qu'on entend souvent parler de ça. Bien sûr, bon, écoutez, le PNE, c'est-à-dire le plan national de l'eau, c'est le document de planification des ressources en eau par excellence. Il définit la politique nationale en matière de planification et de gestion des ressources en eau. Il détermine les actions, bien sûr, à un horizon donné, c'est l'horizon 2050, et qui est fondé, bien sûr, sur un certain nombre d'axes principaux, dont notamment le développement de l'offre, dont je parlais, développement de l'offre à travers la mobilisation des eaux conventionnelles, mais également à travers la mobilisation des eaux non conventionnelles. Un autre axe, c'est la gestion de la demande et de la valorisation de l'eau, et là, entre tout ce qui est économie de l'eau, tout ce qui est amélioration des rendements, des réseaux, que ce soit des distributions ou alors des réseaux d'irrigation, et bien sûr en tenant compte des répercussions des changements climatiques. Un troisième axe, c'est l'axe de la préservation de la qualité des ressources en eau et des milieux naturels d'une façon globale. Concernant le PNAIP, c'est-à-dire le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, qui a une période entre 2020 et 2027. Donc, il a été élaboré, présenté devant Sa Majesté le 13 janvier 2020. C'est ça, 2020. Et c'est un programme donc, qui s'insère dans le cadre du plan national de l'eau et qui vise à l'accélération des investissements dans le secteur de l'eau pour renforcer l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation. Et bien sûr, assurer la résilience du pays face aux aléas, notamment la sécheresse, les aléas des règlements climatiques en général, mais notamment la sécheresse. Donc, le programme, le PNAIP, donc les différents axes du PNAIP, c'est le développement de l'offre, la gestion de la demande, l'économie, la valorisation de l'eau. C'est également le renforcement de l'eau potable en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées
et bien sûr le volet communication et sensibilisation. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est pratiquement les mêmes axes, sauf qu'il y ait une importance particulière qui est donnée sur le renforcement d'alimentation en eau potable rurale. Et là, peut-être ce qu'il faut signaler, c'est que ce soit le PNIP ou le Plan national de l'eau, ils sont en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de l'eau. La stratégie nationale de l'eau qui a été donc élaborée en 2009 et qui est actuellement en cours d'actualisation et justement d'ajustement pour l'intégration de certaines composantes, notamment la composante de la mobilisation des eaux non conventionnelles, à savoir le dessalement d'eau de mer. Et bien sûr, la stratégie nationale de l'eau, elle a une portée, la même portée, c'est-à-dire elle est à l'horizon 2050. Alors, Driss Issaoui, dans tous ces plans-là, le plan IP, le PNE, même des rapports qui ont été faits par la Banque mondiale, il y a un mot qui revient, un maître mot qui revient à chaque fois, d'ailleurs pas uniquement sur la gestion de l'eau, mais pour tout, c'est la gouvernance. Vous qui avez suivi, salam à la fermeté, à la rigueur, c'est vous qui avez fait des... C'est exactement ce dont il s'agit. Hein. Alors, comment est-ce que vous sentez qu'il y a, depuis le lancement de ces plans, depuis la mise en place, depuis ces différentes sensibilisations et prises de conscience, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une nouvelle gouvernance, qu'il y a une nouvelle manière de gérer les choses parce qu'il y a du gaspillage? Ça, c'est certain. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes véritablement dans une situation très particulière. Nous pensons que nous avons de l'eau qui nous manque de toujours et on doit le gérer de la manière la plus optimale. Quand vous parlez de gouvernance, cela veut dire qu'on est en train de gérer selon le temps, selon l'espace et selon les besoins. Alors tout cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons donné des prérogatives aux agences urbaines et aux agences des bassins de l'eau, toutes les prérogatives nécessaires pour regarder qu'est-ce qui se fait, qui c'est qui creuse un puits, comment il le creuse, est-ce qu'il a fait les protections nécessaires, etc. Donc tout ça, c'est ce regard méticuleux qu'ont des spécialistes comme Siddebi et d'autres personnes regardent de très près ce qui se fait au niveau de ces ressources en eau. Alors maintenant, comment la gouvernance? La gouvernance, c'est qu'on est dans la rigueur. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dépasse les limites, on lui tape dessus. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se retrouve en train de dilapider les fonds publics qui sont l'eau qui était mobilisée par l'État ou par la communauté. Ça veut dire quoi, on tape dessus? Il y a des sanctions, il y a des sanctions. Il y a des sanctions très claires. Pécuniaires, certainement, des amendes. Des amendes, il y a des gens qui ont été emprisonnés, etc. On les a privés de leur liberté. Et ça, c'est un travail qui est fait. Pour avoir creusé des puits sans autorisation, pour avoir creusé plein de puits sans autorisation, pour avoir... Ça c'est le problème, parce qu'il y a quelques années, vous pouviez creuser tous les puits que vous vouliez sans aucun problème. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas creuser un puits si vous n'avez pas l'autorisation pour le faire ou si vous ne le déclarez pas. C'est exactement la même chose comme pour la protection des données personnelles, où aujourd'hui nous avons une agence qui s'occupe de ça. Les gens n'en faisaient rien. Ils remplaçaient des caméras un peu partout et on pouvait faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui est dans l'esprit de la gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on parle de politique, de suivi de ce qui se fait chaque jour, mais avec le respect d'un certain nombre de règles, celle de l'équilibre au niveau sur le temps et l'espace. Alors, Aziz Daouda, une question encore une fois, sur la démographie et sur l'utilisation de l'eau. Si on part du principe, et d'après les projections, il y aura à peu près un Marocain sur 4 qui habitera en milieu rural, c'est-à-dire 3 Marocains sur 4 seront en milieu urbain, dans un horizon de 20 à 25 ans à peu près, de quelques années. Et sachant que donc aujourd'hui, il y a 40% de population totale qui vit en milieu rural. Ça veut dire qu'il y aura moins de main-d'œuvre, ça veut dire qu'il faudra peut-être mécaniser, peut-être, c'est ce que disait Sa Majesté dans son point 3, c'est-à-dire dans son point 1, utiliser les moyens technologiques. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là, avec moins de population, mais toujours des besoins, parce que la sécurité alimentaire, il faut l'assurer. La question est de penser et de se dire et de comprendre
qu'il n'y a pas de vie sans eau, d'accord, mais qu'il n'y a pas d'industrie sans eau, qu'il n'y a pas de tourisme sans eau, qu'il n'y a aucune activité économique aujourd'hui qui ne requiert pas un niveau quelconque de consommation d'eau. Donc il ne faut pas se leurrer, si nous voulons attirer plus de touristes, il va falloir mettre plus d'eau à leur disposition dans les hôtels, etc. Si nous voulons de l'industrie, il va falloir mettre plus d'eau à disposition des industriels parce que toutes les industries utilisent de l'eau, etc. Bon, la question maintenant est de serrer les problèmes. D'abord de regarder, on a commencé par le faire ici même, de parler du gros consommateur d'eau qui est l'agriculture. Ouais, 90%. Voilà. Enfin, disons 80%, pour ne pas, parce que les chiffres qui sont donnés généralement tournent autour de 85-87%, mais disons 80%. Donc c'est là qu'il va falloir aller agir le plus et aller trouver les meilleures solutions. Pour le reste, pour les citoyens, etc., aller dans la restriction, etc., ça n'est pas résoudre le problème. On pourrait le résoudre différemment. D'abord, en nous projetant sur l'avenir. Allons-nous continuer à consommer l'eau de la même façon ? Par exemple, allons-nous continuer à utiliser le même type de robinetterie que nous utilisons aujourd'hui ? Moi, déjà dans les années 2000, en Australie, il y avait déjà des robinets à touche. C'est-à-dire que c'est au moment de toucher, quand on a besoin d'eau, par exemple sous la douche, on touche une plaque métallique, et au moment où vous la touchez, elle vous donne une quantité d'eau. Et vous la retouchez si vous avez besoin d'eau, mais vous ne la touchez pas si vous n'avez pas besoin d'eau. Donc c'est un comportement à avoir. Mais c'est différent de la douche que quelqu'un va lâcher, qui va couler pendant qu'il se savonne, etc., etc. Le type de robinetterie doit changer. Moi, je sais que, par exemple, à l'EMI, des étudiants ont mis au point une robinetterie très simple, très simplifiée, qui pourrait être à la portée de tous et qui régule justement la consommation d'eau. Ce sont des détails. La récupération des... Il y a même des robinets avec des cellules photoélectriques. À partir du moment où vous approchez de l'eau, vous vous éloignez, il n'y a plus d'eau. Voilà, la récupération, mais ça c'est déjà avec des faisceaux lumineux, etc. C'est un peu plus compliqué comme technologie. Mais disons pour simplifier les choses, pour que ce soit à la portée de monsieur n'importe qui. À côté de ça, vous avez toutes les eaux pluviales que nous ne récupérons pas au milieu urbain. Oui. Par exemple, un bâtiment de 300-400 mètres carrés va emmagasiner sur son toit pendant un certain temps une certaine quantité d'eau. Cette quantité d'eau qui tombe sur ce toit pourrait être emmagasinée et réutilisée. Par exemple, les eaux que nous utilisons pour les machines à laver, pour les douches, etc., qui ne sont pas très contaminées, qu'on pourrait réutiliser. Tout cela doit rentrer dans nos architectures. Ce sont ce genre de mesures qu'il va falloir commencer à prendre, d'abord à les penser et à les rendre obligatoires maintenant. Parce que quand on punit quelqu'un qui a creusé un puits, etc., pourquoi on a creusé un puits ? Pourquoi cette personne a creusé un puits ? C'est ça la question. C'est qu'elle a un besoin d'eau. C'est le besoin qui a poussé à creuser un puits. Un besoin pour quelle raison ? Peut-être pour arroser son jardin, peut-être pour sa piscine. Mais en matière de mécanisation, là vous me parlez de la consommation, mais en manière de mécanisation, c'est-à-dire la question que je vous ai posée, vous pouvez y aller aussi, ça aussi si vous voulez, ou Salah Tin Tehbi, s'il y a moins de population rurale, si en face il y a plus de population tout court, et s'il faut assurer une sécurité alimentaire, bon, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut mécaniser. Est-ce que vous pensez que nous sommes habilités à le faire, que nous avons les moyens de le faire, que nous avons les chercheurs, la recherche, les ingénieurs pour le faire, ou alors que nous ne devons pas faire et qu'on continue d'importer ? On peut faire aussi de l'histoire là-dessus. Comment était organisée la distribution de l'eau dans nos villes avant la modernisation, disons avant les années 50, allez, on va dire avant les années 50. Vous allez à Fès, par exemple, les gens allaient avec un seau, prenaient de l'eau et rentraient avec le seau. Et ce seau constituait une quantité d'eau à consommer pendant une période donnée, etc., par la ménagère, par monsieur n'importe qui, l'eau d'eau, etc. Rationnement qui n'emportait pas le nom, donc il y avait un certain... Exactement. Voilà. Aujourd'hui, quand vous construisez un immeuble avec des appartements, et que vous mettez des douches, que vous mettez des robinets partout, c'est un autre type de consommation d'eau. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut réfléchir à la chose globalement. Ne pas voir juste un aspect, mais voir tous les aspects. C'est-à-dire à partir de la production de l'eau. Bon, on sait par exemple que dans la majeure partie de nos villes, il y a encore de la déperdition d'eau par la mauvaise qualité dans certaines villes. Heureusement qu'il y a certaines qui se sont ressaisies, des canalisations. Ouais. À Rabat, on parlait de 25% de pertes jusqu'à tout récemment. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut une vision transversale, globale, avec une projection dans l'avenir et avec une projection aussi dans l'éducation, de façon à ce que les Marocains changent de comportement vis-à-vis de l'eau.
Très bien. Alors, si Salahdine Dehbi, je sais que, on vous a perdu un instant, mais on vous a récupéré entre-temps, donc Oui. c'est heureux. Je sais que vous vous occupez du bassin hydraulique de Omar Bey, mais je vais vous poser quand même une question à l'échelon national. Vous devez avoir une idée, si vous n'avez pas l'information précise. Il y a quelques semaines, son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, a procédé au lancement des travaux de la grande usine de dessalement de Casablanca Stade. Donc, quelque part un petit peu concerné. Est-ce que vous pourriez nous dire ou donner une idée sur l'état des lieux du dessalement au Maroc? Parce que bon, les barrages, on sait, les autoroutes de l'eau, on en a beaucoup parlé, mais sur le dessalement, c'est quand même quelque chose qui reste assez nouveau. Il y a celle de Agadir, Tarazout, il y en a pas mal. Mais quand on voit, par exemple, au niveau du bassin méditerranéen, les usines de dessalement, qu'il y a des petits points partout. Au Maroc, où c'est qu'on en est? D'une façon très synthétique, la capacité actuelle de dessalement d'eau de mer au Maroc, elle s'élève à près de 190 millions de mètres cubes par an, Mhm, dont notamment 80 millions de mètres cubes. Elle est destinée à l'eau potable, mhm. tandis que le reste, il est destiné soit à l'irrigation, soit à l'industrie, notamment l'industrie des phosphates. Et ce, bien sûr, grâce à une 13 à 15 stations de dessalement qui sont opérationnelles ou en phase d'achèvement des travaux. Et donc, ce qui est fixé à l'horizon 2030 plutôt, c'est de porter le nombre de stations à une vingtaine, avec une capacité, comme il a été avancé par Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Eau, avec une capacité qui va être multipliée par 10 l'horizon 2030, c'est énorme quand même. Et bien sûr, avec une production qui va être destinée principalement l'eau potable à hauteur de 53%, et le reste, les 24 et 23%, bien sûr à l'industrie, notamment l'industrie des phosphates, mais également à l'irrigation. Et bien sûr, toutes ces stations-là, où il y a des nouvelles stations qui vont donc voir le jour, on essaie au maximum d'intégrer ou de coupler l'énergie renouvelable pour justement baisser le coût d'exploitation et de Merci. production, bien sûr. Merci Driss Essaoui. Et pour les barrages, est-ce que vous avez des chiffres, vous avez des données à nous communiquer? En fait, les chiffres, ça va être difficile de le dire parce que nous avons d'abord les principaux barrages ont été établis, les barrages secondaires ou les barrages de rétention sont également en bonne voie. En ce qui concerne disons, l'existence et la capacité actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les barrages, il y a un problème. Ce sont les bassins versants au niveau de chaque barrage. Ce sont ces bassins. Les barrages collinaires, on appelle ça. Non, Les non, collinaires, ce n'est pas les collinaires. non, Hein? non, chaque barrage, Hein? il a ce qu'on appelle un côté où la terre, avec la pluie, elle part et finalement, il y a disons, les barrages deviennent remplis de débris, de déchets, etc. L'envasement, ce qu'on appelle l'envasement. C'est l'envasement des barrages qui pose un grand problème. Pour cela, il y a des entreprises spécialisées. Si vous voulez augmenter votre capacité de stockage, il faut enlever la vase. C'est le moment de le faire, tant que les barrages sont à sec. Absolument. Tant qu'aujourd'hui, on est à 30%, je pense, ou un 33%. truc comme ça, 33%, il faut le faire parce que ça permet, le cas échéant, d'augmenter la capacité de stockage. Alors maintenant, qui c'est qui en bénéficie? Mais ceux qui bénéficient des barrages, bien sûr, il y a l'eau potable, ça c'est clair. En plus, il y a sur l'eau potable, il y a plusieurs sources. Il y a le dessalement d'eau de mer, il y a disons comment on appelle ça, l'eau saumâtre, c'est aussi une sorte de dessalement qui est utilisé pour une déminéralisation. Voilà, déminéralisation. Et finalement, on reste avec des possibilités qui restent quand même très limitées par rapport aux besoins que sont ceux du Royaume du Maroc et des citoyens marocains. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai dit ça au début. Et c'est Daouda tout à l'heure, il l'a dit, c'est une question philosophique. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le peu de choses que nous avons? Je pense que le Maroc est en train de réfléchir
Et les spécialistes comme Sid Deby et les amis que nous avons au ministère de l'eau font un travail extraordinaire et colossal. D'ailleurs, leurs publications existent sur le net, on peut les voir. La capacité existe, les Marocains consomment, mais demain, comment on va consommer? Ça, c'est la question. Alors, vous avez, entre guillemets, quand même, c'est pas méchant, interpellé Aziz Daouda sur le côté philosophique de la chose. On reste sur le côté philosophique, Aziz Daouda. Il ne pleut pas dans ce pays. On est à 6 ans de 6e année de sécheresse. On espère que c'est fini et qu'on aura fini cette phase, parce qu'il y a eu des phases de 6, 7 ans, 8 ans de sécheresse. Mais pourquoi on continuera à construire des barrages, philosophiquement encore une fois, dans un pays où il ne pleut pas? Une expérience toute récente du Maroc. La politique de dessalement de l'eau, par exemple, la station de Casablanca a été retardée. Elle était prévue depuis très longtemps. Elle devait commencer en 2016. Pourquoi elle a été retardée? Pour une question politique. Le gouvernement de l'époque avait estimé que la sécheresse était une affaire divine, qu'on n'avait pas besoin de dessaler de l'eau et on a pris du retard. Que nous sommes en train peut-être de ressentir, parce que la façon dont c'est fait aujourd'hui, avec avec une vitesse, une vigueur quand même assez importante, c'est pour ça qu'il y a eu la réunion présidée par Sa Majesté, c'est pour impulser tout ça, pour que ça prenne un autre rythme. Ça aille plus vite. Voilà, pour que ça aille plus vite. Bon, maintenant, la question est de se dire et d'accepter une fois pour toutes que le Maroc est un pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, où il ne tombe pas beaucoup de pluie, voilà, mais où il faut mobiliser des ressources par n'importe quel moyen. Il y a celui du dessalement aujourd'hui. Peut-être que demain, on va imaginer d'autres choses, d'autres solutions technologiques vont venir s'ajouter. Mais cela n'empêche pas que tout ne va pas être réglé par l'argent, les investissements, etc. Il y a aussi notre comportement, il y a aussi nos politiques en matière d'agriculture, en matière d'industrie, en matière de tourisme, Voilà. Donc c'est toute une conception de notre vie future à laquelle il va falloir réfléchir. Bien sûr que nous sommes responsables de ce que nous allons léguer, mais il y a aussi les jeunes qui sont en train aujourd'hui de créer les métiers de demain, etc. Et peut-être qu'ils sont en train de créer des métiers qui ne sont pas très consommateurs d'eau. Par exemple, toutes les start-up, etc., très peu s'occupent justement de domaines où il y a de la consommation d'eau. Mais voilà que nous sommes en train un peu de leur couper les ailes. Parce qu'on a légiféré dans un domaine où il ne fallait pas légiférer. J'étais en train de vous poser la question justement tout à l'heure sur la mécanisation, vous êtes, ou alors la recherche et les brevets. Alors, il y a une réponse qui a été donnée par le ministre Nizar Baraka sur ça, c'est que le fait qu'il pleuve de moins en moins ne veut pas dire qu'il ne pleuvra pas. Et ça veut dire qu'il faut quand même retenir, même s'il y a des pluies, des pluies torrentielles qui arrivent, il faut quand même retenir ces eaux-là, gérer ce qu'il y a à gérer autour. Je parle sous votre contrôle, Salahatine Deby, c'est bien ça? Donc, Anna, si vous permettez déjà, je rappelle le patrimoine hydraulique dont dispose le Maroc en termes de barrages. C'est quand même 153 grands barrages, 141 petits et moyens barrages avec une capacité qui avoisine les 16 milliards. Et donc, c'est ce patrimoine dont dispose le Maroc qui a permis de passer des périodes de sécheresse qui sont très difficiles, avec une satisfaction plutôt qui est très satisfaisante de l'eau potable, mais également partiellement l'eau d'irrigation. C'est vrai qu'avec les effets des changements climatiques, l'accentuation du phénomène de la sécheresse, on commence à ressentir un petit peu que cette politique des barrages, bien qu'elle soit utile, arrive à ses limites. D'où l'intérêt de renforcer, de diversifier l'offre par d'autres composantes telles que le dessalement ou la réutilisation des eaux usées traitées. En plus, la question il pleut moins, il faut dire que l'impact des changements climatiques, c'est pas seulement, c'est l'accentuation des effets, c'est l'accentuation des phénomènes extrêmes, et la sécheresse et les inondations. Donc, on n'est pas à l'abri de pluies torrentielles, d'inondations, et d'où l'intérêt de disposer de grandes capacités de stockage d'eau pour justement subvenir les besoins par la suite. Donc, la politique des barrages, il est toujours utile. C'est vrai qu'elle arrive à ses limites et doit être renforcée par la diversification de la mobilisation des ressources en eau. Au Kimagalsi Daouda, tout ça, bien sûr, les phénomènes ou l'impact des changements climatiques, il doit être pris en compte comme données structurales dans l'élaboration de toute politique publique, mais également le changement des comportements des citoyens et de tout un chacun qui reste une donnée déterminante. Très rapidement, en une minute, je reste avec vous. Vous concluez. Juste un petit problème qu'on n'a pas soulevé. Oui, rapidement. L'évaporation. Il fait de plus en plus chaud.
nous connaissons une augmentation de 1,6 degrés d'augmentation de température. Ça s'accompagne par de l'évaporation. Le type de barrage que nous avons aujourd'hui, justement, favorise cette évaporation, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui s'envole. On fait quoi alors? Écoute, des gens pensent déjà à ce qu'on puisse contenir cette eau dans des crevasses, pas couvrir les ballages, mais penser à un autre type d'emmagasinage de l'eau. Par exemple, aller vers les nappes phréatiques et déverser le maximum d'eau dans les nappes, etc., de façon à les récupérer plus tard. Il faut trouver des solutions à ça aussi, parce que l'évaporation est un problème assez... Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, c'est Salahdine Debi, en 30 secondes, en 40 secondes. Sa Majesté avait demandé justement cette rationalisation des eaux souterraines et la préservation des nappes phréatiques. Comment ça se passe chez vous? On aurait peut-être une idée de ce qui se passe ailleurs. Succinctement, en moins d'une minute. Donc, bien sûr, la question de la surexploitation des eaux souterraines reste donc un handicap majeur pour le développement des ressources dans tout le territoire. L'un des outils qui sont donc adoptés par le gouvernement, par les pouvoirs publics, c'est justement une gestion ou ce qu'on appelle le contrat de nappe, c'est-à-dire un cadre contractuel de gestion participative de la nappe. C'est un cadre dans lequel tous les intervenants, que ce soit gestionnaires ou usagers, doivent donc élaborer un cadre contractuel et qui définit Allez, finissez votre phrase, excusez-moi, terminez votre phrase. Donc, qui définit le 6e mètre de tout un chacun. Donc, le mot s'est échappé. Les engagements de tout un chacun dans ce cadre contractuel. Merci beaucoup, c'est Salahdine Debi. Désolé de vous avoir coupé, mais c'est la dictature du temps, vous savez ce que c'est. Merci pour tous les éclairages que vous nous avez apportés, les chiffres, les précisions et les données. Merci à vous aussi, Aziz Daouda. Merci à vous, Driss Issaoui. Merci à vous de nous avoir suivis, économiser, rationaliser, faire attention à l'eau. Merci à vous et à la semaine prochaine.